effectué les bons choix. Pourquoi les bons choix? Grâce, me semble-t-il, c'est mon opinion bien sûr, à cet enracinement spirituel que j'essayais de vous définir tout à l'heure. Alors, j'avais une deuxième question, mais Claude Roland y a répondu. Il n'est pas inutile de rappeler l'action des réseaux. Je pensais notamment à Valby, précisément. Si tu veux nous entretenir de ce que tu as connu Alcide Morel, qui a été responsable, tu peux nous en dire quelques mots? Alors, bon, Alcide Morel a fondé le réseau Valmy en 1940, c'est-à-dire que les premiers résistants ont été, parmi d'autres, bien sûr, des jeunes républicains. Alcide Morel a fondé donc le réseau Valmy dès juillet 1940. Donc c'est l'origine de la résistance. Bien sûr, ce n'est pas la résistance armée, ce sont les tracts, c'est les journaux clandestins. Et dans ce réseau Valmy, il y avait un professeur du lycée Buffon, Raymond Burgard, qui a été arrêté par la Gestapo et qui a été décapité à la hache à Cologne en 1942. Et je pense que là aussi, nous devons rappeler la mémoire non seulement de Raymond Burgard, mais aussi d'autres militants de la Jeune République ou de l'esprit de la Jeune République qui ont joué un rôle primordial dans la résistance, comme Avinin, comme Claudius Poti, que je revois encore dans cette salle, et tous ceux qui ont été déportés, comme Henri Redel et d'autres encore. Marc Sangnier lui-même fut arrêté. Il a fait un séjour à Fresnes et finalement il a été libéré par les Allemands. Sans doute se sont-ils souvenus des journées de Bierville lorsque Marc Sangnier essayait d'esquisser, après la guerre de 1918, des tentatives de rapprochement franco-allemand. Mais ce qu'il y a d'important aussi, qu'il faut souligner, c'est que Marc Sangnier, qui finalement, à sa manière, pour reprendre le langage d'aujourd'hui, a été un pionnier de l'Europe, jusqu'en 1932. 30 janvier 1933, Hitler prend le pouvoir. À ce moment-là, c'est terminé. Il n'y a plus d'accord possible avec l'Allemagne. L'Allemagne nazie devient l'ennemi. Et je pense que là, dès 1933, et je pense qu'il y a là quelque chose aussi de capital qui montre bien quelle est la pensée profonde de la Jeune République, cette défense du sujet, cette défense de la personne, telle que Augustin l'exprime selon nos auteurs, comme je le disais tout à l'heure. On ne peut pas dire que la Jeune République était un mouvement pacifiste au sens où un certain nombre de pacifistes français, par amour de la paix totale, sont devenus des collaborateurs des nazis, n'est-ce pas? Donc, il faut bien distinguer entre la volonté de paix, l'amour de la paix et le point où l'on ne peut pas aller plus loin. C'est pas un pacifisme bourg. Ouais. Voilà. C'est pas un pacifisme munichois, non, disons. Non, mais au moment de Munich, les militants de la JR étaient assez partagés. Certains ont éprouvé ce fameux lâche soulagement en septembre 1938, mais d'autres, comme Jean Brochet, qui a été secrétaire national aussi de la Jeune République, et un certain nombre d'autres militants qui ont été par la suite résistants et même déportés, se sont fermement opposés à la capitulation. Ce qui concerne la paix, le problème c'est comment bâtir la paix, dans le fond. Comment bâtir la paix et comment les pacifistes peuvent être représentés. Moi j'ai soutenu, mais je ne suis pas le seul en relisant les vieux numéros de la JR, et d'autres l'ont fait aussi,
au sein d'une organisation des peuples unis. Moi j'avais dit il faudrait en France monter un haut conseil de la paix, enfin je l'avais appelé comme cela, n'est-ce pas, qui serait la section française d'une organisation des peuples unis, qui serait, comment dirais-je, qui aurait des passerelles évidemment très étroites avec l'organisation des Nations Unies, l'organisation des Nations Unies représentant, comme chacun sait, les États, et l'organisation des peuples unis représentant les peuples, c'est-à-dire les pacifistes au sein de chaque peuple. Alors ça a été aussi une des constantes des propositions que l'on a faites dans Jeune République. Oui, oui, qu'on peut lire encore dans... Ah ben, tout à fait. Gérard, tu as adhéré à la JR vers 1958, nous disais-tu. À l'époque, elle connaissait une nouvelle vitalité avec l'arrivée de jeunes militants. Il y avait la nouvelle gauche, comme on l'appelait à l'époque. Par contre, la JR était traversée par divers courants. Les résultats n'ont pas été à la hauteur des espérances. Une scission importante est même intervenue en 1960 avec la création du PSU. Tu te souviens bien évidemment de cette époque que tu as vécue à la JR. Oui, je dirais que pour ce qui me concerne, j'ai pris le train en marche par rapport à la période qu'évoque si brillamment Claude Roland-Souchet. Je n'ai pas personnellement évidemment connu Marc Sarnier, mais c'était en 1955, si mes souvenirs sont bons, que j'ai pris contact déjà avec des militants JR, tel Léo Hamon par exemple, qui était sénateur à l'époque, sénateur de la Jeune République. C'est l'époque où je me suis engagé, j'ai fait mon service militaire, donc tout ceci a été mis un peu entre parenthèses. Il ne faut pas oublier que le service militaire à l'époque c'était 27 mois, n'est-ce pas? Ça a duré un certain temps. Bon, donc j'ai repris contact en 1958 et là j'ai adhéré à la JR où j'ai retrouvé un secrétaire général qui s'appelait Bertrand Schneider, qui tenait un peu la JR à bout de bras à l'époque, enfin tu as dû connaître. À cette époque, le siège de la JR était rue de Rivoli. Et il y avait déjà des militants comme Léo Hamon, comme d'autres, Léo Hamon a participé, je crois, à la libération de Paris aux côtés du général de Gaulle. Et donc on rejoint le parti gaulliste quand de Gaulle est revenu au pouvoir. Je crois que Léo Hamon avait adhéré à l'UDT, l'Union démocratique du travail, à l'époque, dans le cadre du mouvement gaulliste. Mais il y avait d'autres regroupements ou dispersions en gestation. La SFIO, à l'époque, qui était le parti, avec le parti communiste, le parti dominant de la gauche, était assez mal en point parce qu'il y avait la guerre d'Algérie, parce qu'il y a eu l'affaire de Suez, parce qu'il y a eu la politique de Guy Mollet, par exemple, que les jeunes, nous n'approuvions pas, loin de là. Il y a eu l'expérience Mendes France, qui pour nous, les jeunes, a été, mais ça remonte à 54, hein, puisque Dien Bien Phu, c'était le 7 mai 1954. Donc, pour nous, Mendes France, pour nous, les jeunes, était un dieu à l'époque. Malheureusement, ça n'a pas duré très longtemps. Et les partis traditionnels, radicaux, socialistes, SFIO, etc., s'étaient un peu repliés sur eux-mêmes, menant une politique finalement très conservatrice. Alors à côté de ça, il y avait des mouvements jeunes, beaucoup plus jeunes, qui s'étaient créés, tels la Nouvelle Gauche avec Claude Bourdet, tel le mouvement de libération du peuple avec Louis Alvernia. Et il y avait la Jeune République qui, à ce moment-là, était dans sa période ascendante. Et parmi ces petites formations de gauche, la Jeune République, à l'époque, m'avait paru le plus sympathique, le plus porteur d'avenir.
Et puis, j'ai participé aux activités de la Jeune République, j'ai donné quelques articles à la publication Jeune République à l'époque. Et puis à partir de 1961, j'ai collaboré au journal Combat, où j'ai ouvert une rubrique avec la complicité de Philippe Tesson à l'époque, consacrée à ces mouvements politiques, à ces cercles de pensée, à ces mouvements parasyndicaux qui se formaient, qui foisonnaient à ce moment-là en marge des grands partis politiques. Et la Jeune République faisait partie de ces mouvements novateurs. Mais il y avait déjà des scissions qui s'opéraient parce que les militants de Jeune République avaient des sensibilités, disons, qui évoluaient vers certains mouvements tel l'UGS, quand l'UGS s'est créé. L'UGS, l'Union de la gauche socialiste, qui regroupait un certain nombre de mouvements préexistants, Nouvelle Gauche, MLP, etc., qui devait devenir par la suite le PSU, alors qu'à côté de la SFIO, s'était créé le PSA, le Parti Socialiste Autonome. Tout cela bouillonnait, étaient des mouvements en gestation, et qui attirait probablement parce que l'union faisant la force, n'est-ce pas, un certain nombre de militants s'imaginaient qu'ils auraient plus de pouvoir à l'intérieur de ces mouvements. Ce qui, entre nous, s'est révélé par la suite une erreur. Par la suite, j'ai été happé, si je puis dire, par le Cambodge. Bon, à partir de 1963, comme je l'expliquais tout à l'heure encore à Claude Roland-Souchet, j'étais parti à un mouvement de l'Union pour une fédération mondiale qui se tenait à Tokyo, et puis je me suis arrêté à Phnom Penh et j'y suis resté comme journaliste correspondant de presse pendant 5 ans. J'ai donné des correspondances du reste à la Jeune République qui les a volontiers publiées. En 1968, je suis revenu, donc c'était le 9 avril, à la veille des événements que vous savez, qui m'ont pas tellement surpris, qui m'ont surpris plutôt par leur ampleur, mais pas tellement sur le fond, d'après la perception que je pouvais en avoir même à l'extérieur. Et puis, par la suite, j'ai continué à apporter ma contribution, mais c'était plutôt une contribution extérieure. Je ne suis jamais intervenu, si tu veux, dans l'organisation, dans la gestion de la JR, mais j'étais plutôt une sorte de relations publiques, en même temps que j'essayais d'apporter des idées un peu nouvelles dans ce cadre du socialisme personnaliste, que nous sommes efforcés donc de redéfinir c'était en 1975, où nous avons rédigé en commun, je crois que tu y as participé aussi, Jean Chappé, le manifeste de Bierville. Le manifeste de Bierville qui a été présenté ici, dans cette salle, je me rappelle très bien, à la presse. Et puis, la JR, alors il y a eu aussi l'épisode du congrès d'Épinay. François Mitterrand nous a invités gentiment à la Cité Malesherbes, où nous étions une petite délégation de 3 personnes, donc Claude Roland-Souchet et Alain Delangre, et moi-même. Et Mitterrand nous a proposé à l'époque d'adhérer au PS, au Parti Socialiste en gestation, à titre individuel, et de former un courant au sein du PS. Et puis, la grande majorité des militants n'étaient pas favorables donc, à cet aboutissement, ou plutôt à cette évolution. Nous avons dit non, gentiment. Nous voulons rester nous-mêmes, Jeune République qui était présidée à l'époque par un homme qui s'appelait Maurice Lacroix, si ma mémoire est bonne. Et nous avons essayé de maintenir, et Claude Roland-Souchet vraiment, et son épouse Marcelle Lecomte-Souchet ont essayé de maintenir à bout de bras
le parti contre vents et marées parce que tous ces clubs, ces mouvements de pensée auxquels je faisais référence ont fini par rejoindre Mitterrand, du moins une majorité d'entre eux, et former les, comment ça s'appelait, les clubs de Vichy, je crois, et puis tous ces rassemblements qui ont abouti à la FGDS, et puis Objectif 72, c'était encore autre chose, c'était Robert Buron, ça. Robert Buron, que je connaissais bien, qui essayait aussi de lancer un mouvement de rassemblement des mouvements pacifistes, fédéralistes, etc., mondialistes, auxquels j'ai collaboré également. Malheureusement, entre-temps, Robert Buron est décédé, et puis ça n'a pas eu de suite. Il était entré néanmoins au Parti socialiste. Il était entré à la fin au Parti socialiste, oui. Alors, c'est très difficile, n'est-ce pas, de dire est-ce une réussite, est-ce un échec? C'est un échec manifestement, en ce sens que la Jeune République qui en 1963, avec des gens comme Charles Hernu, comme d'autres, avait donné l'impulsion à un rassemblement de la gauche démocratique non communiste en France, la Confédération générale des forces de gauche, c'est ainsi que je le voyais personnellement, c'est-à-dire que dans cette organisation, chaque mouvement